On essaye de dégager les routes et ça fait avec beaucoup de difficultés. Et ça se voit souvent ici? Non, pas souvent, non. C'est la première fois que ça nous arrive autant. Souvenez-vous, c'était le lundi 27 décembre 1999, en milieu d'après-midi, le vent s'enfle et se lève. Un bulletin d'alerte a bien été lancé, annoncé pour 150 km/h, mais la réalité balaye cette prévision. Les arbres se mettent à tomber, les bateaux à se renverser, les tuiles et les toits à s'arracher. Tout ce que les villes possèdent comme moyen de secours part au plus pressé pour secourir les personnes. Malgré des télécommunications défectueuses, l'électricité a plongé le littoral dans le noir depuis plusieurs heures. Allô, monsieur? Allô? Et au petit matin du mardi, c'est une région complètement groggy qui se réveille après cette nuit d'encre et d'épouvante. Le moment aussi pour les habitants sinistrés de la région de raconter leurs heures de cauchemar et d'angoisse. Il y a eu comme un raz-de-marée, c'est-à-dire que les digues ont lâché et l'eau a passé par-dessus les voitures. Ils se sont retrouvés projetés dans des fossés remplis et les voitures immergées. Donc il a fallu sauver 7 personnes à suivre. Tout avec des cordages parce qu'il y avait énormément de courant, on ne pouvait pas nager, c'était très très difficile. C'est effrayant, c'est des choses qu'on n'avait jamais vécues. Disons que je suis arrivé pour embaucher, quoi, et puis j'ai dû m'assoupir à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et au bout de 3/4 d'heure, je me suis réveillé, et quand j'ai descendu du lit, je suis atterri dans la flotte, quoi. Ça m'a surpris. Alors j'ai pris mes affaires et j'ai essayé de traverser la rivière, enfin le courant, pour pouvoir récupérer la voiture qui était au bout du chemin, quoi. M'en aller, quoi. Parce que bon, déjà ici, on voyait plus les bassins, ils étaient recouverts d'eau. C'était impossible de marcher, de savoir où on mettait les pieds, parce que il y avait beaucoup trop d'eau, quoi. J'ai dû marcher à peu près une centaine de mètres dans le noir, à récupérer de la lumière, à essayer de trouver quelque chose pour m'éclairer, quoi. Parce que j'étais quand même dans l'obscurité totale. Et... 6000 esturgeons se sont échappés des bassins. Beaucoup ont été récupérés aux abords de la pisciculture, mais certains ont été pêchés à plus de 50 km de leur lieu d'origine. Ces esturgeons sibériens, les berries, destinés à la production de caviar, menacent par hybridation de modifier la race autochtone des esturgeons d'Europe, les sturiaux, une espèce en voie de disparition, protégée depuis 20 ans et que l'on ne trouve plus que dans le bassin de la Garonne et de la Dordogne. L'observation menée par les scientifiques du CEMAGREF permettra, dans les années à venir, de mesurer l'ampleur des dégâts. Le problème des esturgeons n'était pas, en son doute, le plus urgent à traiter au milieu de la montagne de difficultés soulevée par la tempête. Il fallait parer au plus pressé. Et la souche qui est au bout là-bas, c'est la même? Et tu peux pas le prendre en premier, celui-ci? Il y a quelques mois, on avait là des dizaines, des centaines d'épicéas qui étaient complètement écroulés dans le cours d'eau. Donc vous voyez ce qu'il en reste sur les berges. Donc là, il y a une équipe qui est intervenue, une équipe de militaires pendant plusieurs semaines pour dégager déjà dans un premier temps le lit mineur. Mais donc on avait grosso modo un arbre qui était couché dans le cours d'eau quasiment tous les mètres. On ne voyait plus du tout l'eau couler. Et ça faisait partie vraiment des urgences absolues pour éviter des inondations, des érosions de berges, un changement de lit du cours d'eau, des problèmes de ruines d'ouvrages, de ponts, de seuils de barrages. Donc ça fait vraiment partie des choses qu'il faut faire dans les quelques semaines qui ont suivi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe qui touchait des biens, des personnes et qui venaient détruire des ouvrages publics. Malgré tous les efforts déployés pour dégager l'accès des rivières, la saison de pêche s'annonçait mal. Beaucoup de pêcheurs étaient occupés à réparer le toit de leur maison ou à scier leur bois. Les présidents d'associations annonçaient jusqu'à 20% de cartes de pêche en moins. À certains endroits, l'ouverture a été boycottée. Les pessimistes craignaient le pire, les râleurs râlaient. La tempête a changé des habitudes, du fait qu'on est un groupe dans le village de Raon-sur-Plaine où on n'a pas pris de permis, du fait qu'il n'y a presque pas d'accès
pour la pêche. Vu la tempête, les arbres ont tombé sur la rivière et ce n'est pas encore dégagé. La splendeur du marais Poitevin et la richesse de ses canaux remontent à un décret de l'an 1808 qui fait de la Sèvre une voie navigable. On se met alors à circuler intensément dans ce marais. L'élevage se développe. La pêche prend toute sa place dans l'économie maraîchine. L'anguille se pêche avec des nasses en osier, les bosselles. Le filet, ou tramail, qu'on tend au milieu de la rivière, est également un grand pourvoyeur de nourriture. Cette pêche traditionnelle, bien que très réglementée, existe toujours. Mais l'équilibre économique actuel du marais repose sur toute autre chose. Le tourisme et les plantations de peupliers. Le tourisme a besoin d'un marais authentique. C'est pourquoi des primes encouragent l'élevage de bovins, seule façon de garder en l'état le paysage. Quant aux peupliers si répandus, quand arrive la tempête, on voit bien quels en sont les désagréments. Oui, il y en a une demi-douzaine, quelquefois il y en a 30. La chute des arbres, notamment ici des peupliers, a entraîné une dégradation de la berge très importante. On peut voir ici sur cette petite rivière, ça peut entraîner jusqu'au doublement de la largeur de la rivière, avec une diminution de la hauteur d'eau, une homogénéisation des vitesses de courant, donc un appauvrissement global de l'habitat. Ces chutes d'arbres peuvent même entraîner jusqu'à des coupures de méandres sur cette rivière qui serpente un petit peu avec une faible pente. On peut observer des coupures de méandres et une reconformation du lit de la rivière. Et les premières mesures à prendre après la tempête seraient de ressoucher les arbres, c'est-à-dire couper le tronc et remettre en place la souche pour éviter qu'à la crue suivante, on ait une érosion et une reprise de matériaux sur le lit de la rivière. Sur les 1000 km de canaux du marais Poitevin, 620 ont été encombrés par la chute de 4500 arbres. Il fallait à tout prix dégager les canaux pour permettre le démarrage de la saison touristique 4 mois plus tard. Pari tenu. Tout n'a pas été dégagé, mais on a pu circuler en barque cet été et même aller pêcher l'anguille. La pêche à la truite est, de l'avis de tous, le plus grand plaisir qui s'offre aux pêcheurs dans la forêt vosgienne. Une fario de souche qui ne se laisse pas attraper facilement, que ce soit au verre, à la teigne, à la cuillère ou à la mouche. Mais la truite aime les eaux froides et pures.
Quelle incidence aura la disparition de la ripisylve sur la température de l'eau? La destruction de nombreuses frayères aura-t-elle une conséquence catastrophique pour la reproduction? Deux questions auxquelles il est trop tôt pour répondre. Les premières estimations commencent tout juste à être exploitées. Le bilan ne peut se faire que sur plusieurs années. Mais en ce moment, d'autres dangers guettent la truite sauvage. À Breschwiller, en Moselle. Ici se trouve une des plus grandes scieries de France, mais aussi une ligne de chemin de fer qui ne sert plus qu'aux promeneurs du dimanche. Attention, un train peut en cacher un autre. Cette ligne, qui a compté jusqu'à 80 km de voies ferrées dans les années 1940, a été construite spécialement pour exploiter les bois consécutifs à la tempête qui a eu lieu dans le massif du Donon en 1892. C'était une tempête à peu près similaire à celle que nous avons connue en 1999. Et plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bois ont donc été dévastés et mis à terre par cette tempête. Il a fallu donc les exploiter. C'est pour cette raison que ce chemin de fer forestier a été construit à l'époque. Les professionnels du bois se trouvent face à un dilemme. Que faire de ce bois qu'on trouve aujourd'hui à profusion, qu'on ne peut pas exploiter immédiatement, mais qui risque de pourrir si on le laisse en l'état? Il faut imaginer qu'il y aura quand même, sur ces terres-là, 100 000 mètres cubes de bois dans quelques semaines, dans quelques mois. Oui. Ce qui va représenter grossièrement la moitié d'une année d'approvisionnement pour la scierie. Nous avons la chance, enfin la malchance d'avoir eu la tempête, bien sûr, au mois de décembre 1999, mais la chance que le bois, le résineux, se conserve bien lorsque on l'asperge. En fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons l'asperger en permanence et nous allons remplacer toute la sève et remplir toutes les cellules d'humidité. Nous allons saturer le bois d'humidité. Dans ces conditions, le bois va se conserver parce que d'une part, les insectes ne pourront pas l'attaquer et d'autre part, les champignons qui sont in situ dans le bois ne pourront pas se développer. C'est une excellente technique que nous connaissons. Nous en avons, hélas, la pratique puisque nous l'avons expérimenté en 82 dans le Massif central, en 90 en Allemagne, un peu dans cette région. Ici, il y avait aussi un stockage qui était d'ampleur beaucoup moins importante que ce que nous allons faire cette année. Mais nous savons que nous pouvons conserver le bois techniquement et il sera sciable dans 4 ans, 5 ans encore. Dans le massif vosgien, ce sont 6 à 7 années de récolte de résineux qui sont à terre. Le stockage de ces bois s'effectue par aspersion, soit en circuit fermé, comme à Breschwiller, soit en circuit ouvert, avec rejet direct des eaux dans la rivière, sans épuration ni décantation. À Arzwiller, en Moselle, l'ONF a choisi le stockage par immersion, en profitant de la présence d'un canal désaffecté. Mais quelle que soit la technique utilisée, ces stockages ne sont pas sans risque pour l'environnement. On peut imaginer un peu ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on aura certainement dans un premier temps une circulation de matières, ce qu'on appelle des matières en suspension, qui vont en fait être des petites particules de bois qui vont se décrocher des grumes et puis qui vont partir avec l'eau. Et puis on aura également peut-être un lessivage plus interne du bois avec circulation éventuellement de tanins ou de suc, lié à la sève du bois. Nous avons reçu, on va dire, 80 sites en demande, donc 80 demandes. Sur ces 80 demandes, 50 ont été retenues, sachant qu'il faut en moyenne, en gros, entre 3 à 5 mètres cubes heure pour 1000 mètres cubes de bois stocké. Donc on a calculé avec le pétitionnaire, si le pétitionnaire voulait mettre 1000 mètres cubes de bois, on lui a dit qu'il faut 5 mètres cubes d'eau. On regardait au niveau du milieu si c'était acceptable. Ces sites varient d'un volume de 1000 à 90 000 mètres cubes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un total de 900 000 mètres cubes de bois stocké. Des règles strictes existent donc, différentes si le stockage dépasse ou non 1000 mètres cubes. Encore faut-il vérifier qu'elles soient respectées et que tout se passe bien pour les cours d'eau.
vient de voir qu'il y a un stockage de bois qui se met en place au-dessus. Donc qui potentiellement peut apporter des modifications hydrauliques parce que il va y avoir moins d'eau dans le cours d'eau, ils vont pomper de l'eau. Et aussi au niveau de la macrofaune qui risque de se modifier dans sa structure, dans sa diversité, de façon importante. Donc c'est un moyen en fait pour mesurer, à partir de matériel biologique, la qualité de l'eau et du milieu à long terme. À partir du moment où on consomme de l'eau, déjà, et qui n'est pas forcément en totalité restituée, puisqu'il y a beaucoup qui s'évapore, on va avoir moins d'eau, donc aussi lié à un réchauffement. On va avoir aussi un apport en matière organique, voire en phénol, voire en acide tannique, qui sont autant d'éléments de nature à transformer la qualité de l'eau, notamment par le captage d'oxygène. On va avoir des taux d'oxygène qui vont baisser, et puis peut-être des polluants genre phénol qui sont dangereux pour la faune. Là, on est sur un cours d'eau à truites. Je pense que les truites n'apprécient pas trop le phénol. Vous parlez toujours de pollution, de pollution, de pollution. Tu pollues l'air ici, tu respires, tu pollues l'air. Ah si, tu t'es plus royaliste que le roi. Mais non, c'est pas du boulot. Je te pose des questions, je te demande que tu me répondes. Si tu as l'intention de faire quelque chose, c'est tout. Non, mais la dernière fois, on a fait quelque chose, ça a pollué que dalle. Parce que c'est un enfantillage, cette histoire. Merci. L'estuaire de la Gironde rassemble les eaux de la Garonne, de la Dordogne et de l'Isle. C'est un lieu de remontée intensive de poissons migrateurs tels que les aloses, les civelles et encore un peu les esturgeons. Lieu paisible où se pratique toujours la pêche traditionnelle aux engins. Il y a ici 120 professionnels et 2400 amateurs qui tiennent à leur licence de pêche comme à la prunelle de leurs yeux. À l'intérieur des terres, derrière la digue, là où la tempête a été meurtrière, le sol est une conquête de l'homme sur la nature. L'eau y dessine à travers rivières et canaux un intense réseau qui intéresse au premier chef les pêcheurs. Les agriculteurs, de leur côté, ont peut-être parfois tendance à parer au plus pressé, au détriment d'une approche globale du territoire. Le monde agricole, alors qu'il est obligé de rattraper le temps qu'il a perdu, causé par le raz-de-marée dans cette région. Et déjà auparavant, la zone de marais est devenue de plus en plus cultivée, le maïs est présent partout, et donc comme à cette époque, normalement on arrivait à gérer les niveaux d'eau, tout le monde arrivait à s'entendre au niveau de la réglementation sur l'eau. Mais cette année, ayant pris beaucoup de retard, ils ont été obligés de mettre les grands moyens, vider les canaux, curer les canaux, drainer et enlever au bulldozer tous les embâcles qui ont pu être apportés par le raz-de-marée. Donc cette année, plus d'eau dans les marais, donc plus de frais de brochet, plus de supports en végétaux aquatiques. Le curage n'arrange pas les choses. Voilà, donc au niveau halieutique et au niveau piscicole, c'est une année zéro pour le marais. On n'a pas pu déverser de poissons, on n'a pas pu lâcher les brochets, on n'a pas pu lâcher les petits cendres. Donc ce sera une année, je pense, pas très bonne pour le milieu piscicole dans ce marais de Gironde. Les peupliers, plantés sur 800 hectares de la moyenne boutonne, mal défendus par leur système racinaire peu profond, ont été sinistrés à 80%. Certes, ils sont financièrement rentables, mais sont-ils véritablement adaptés à la région? En bordure de rive, on mesure encore mieux les inconvénients de leur fragilité. La vallée va connaître un fort ensoleillement du fait qu'on aura moins d'ombrage, puisque 80 voire 90% donc des arbres ont versé. Réchauffement de l'eau, plus diminution de la saturation gazeuse, donc de l'oxygène dissous. Et en plus de ça, les arbres maintenant vont entamer un processus
de dégradation, de décomposition, qui vont activer les détritivores, les décomposeurs, qui vont solliciter l'oxygène dissous. Donc il faudra rester vigilant sur la qualité des eaux à partir de la période estivale. Dans les Vosges, les inquiétudes sont identiques, sauf que les interrogations liées aux peupliers sont ici remplacées par celles liées aux résineux. Tous les petits ruisseaux qui arrivent dans ce cours d'eau-là, entre autres celui-là en bordure de route, on voit très bien déjà l'impact de la putréfaction. On voit la différence de couleur d'eau et l'odeur aussi qui s'en dégage. Là, on se rend compte que la Brème, qui était beaucoup plus rapide, devient lentique. Pour une rivière de première catégorie, c'est pas un choix, hein. De plus, vous avez déjà un ensablement qui est très visible, dû aux embâcles qui se trouvent en aval. Hein, regardez l'ensablement, hein, on le voit, d'habitude il y a plein de végétaux, des calitriches, tout ça, etc. Le cours d'eau est nettement plus rapide et là on voit qu'il stagne déjà. Il y a un risque de modification quelque part des cycles hydrologiques des cours d'eau avec des problèmes sur l'évapotranspiration, avec une suppression. Il y a grosso modo 20% des forêts lorraines qui sont par terre. Et ensuite, il y a des risques qui sont encore plus difficiles à cerner. On a depuis quelques années un certain nombre de maladies sur les arbres en bordure de cours d'eau et ces arbres qui sont tous écroulés, qui risquent de pourrir, les propriétaires vont pas tout dégager, les communes non plus. On a des risques d'apparition de maladies qui risquent de toucher les ripicides qui sont encore en bon état. Donc toute une multiplication de risques avec éventuellement, c'est ce que nous disait l'ONF il y a quelques jours, des risques cet été de feux de forêt sur des secteurs comme ça qui vont complètement sécher, qui sont en tas, avec des risques de développement de feux de forêt.